Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Passion Musique. Dans Passion Musique, nous donnons la parole aux acteurs qui font vivre et rayonner la musique kimbanguiste. Avec aujourd'hui un nouvel invité qui va nous parler d'un sujet qui me tient personnellement à cœur. Mais avant cela, je vais vous le présenter et on va plutôt le laisser se présenter. Bienvenue à toi, Papa Paul. Oui, merci, Papa Arnaud, de m'avoir convié à ces numéros de Passion Musique. Tout le plaisir est pour moi et merci d'avoir répondu à cette invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Me présenter, je suis Paul distingué Malunga Madilungane. Je pense que je suis coordonnateur national de la radio-télévision kimbanguiste ici en France. C'est le peu que je puisse dire par rapport à moi. Et peut-être si vous avez besoin d'autres informations sur moi, au fil des échanges, on pourra les livrer. D'accord, c'est parfait, c'est très bien. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, et le sujet pour lequel j'ai tenu à t'inviter, faut-il protéger les œuvres musicales kimbanguistes ? En quoi est-ce que c'est important de les protéger ? C'est important de protéger les œuvres musicales kimbanguistes parce que, comme toute œuvre artistique, il est générateur de revenus. On est bien d'accord qu'on parle bien de la protection juridique. Hein. On parle bien de la protection juridique des œuvres. Oui, on est bien d'accord qu'on parle de la protection juridique des œuvres. Donc, en tant qu'œuvre artistique, je le prends sous cet aspect artistique, il mérite d'être protégé. C'est vrai que les œuvres musicales kimbanguistes ont une particularité. Laquelle ? C'est qu'ils, en matière justement de droit de propriété, ils appartiennent à une personne morale, à ce que je sache. Et le procédé même pour la matérialisation de l'œuvre kimbanguiste, on va dire cantique ou tous les dérivés, est assez particulier. Quand tu parles de personne morale, tu parles de l'Église. Je parle de l'Église. Donc, c'est pas... Mais une personne morale est toujours représentée. Il y a toujours une personne physique qui engage une entité, un groupe une association. Donc, en l'occurrence, ces œuvres sont la propriété du chef spirituel et la représentant légal de l'Église kimbanguiste, si on peut ainsi dire. Mais en tant qu'œuvre artistique, même le procédé de sa fabrication, on va utiliser ce terme, est assez particulier. D'où il faut vraiment réfléchir plusieurs fois avant d'engager un débat sur la protection juridique de ces œuvres. Justement, en quoi ça consiste ? En quoi ça consisterait ? Ou en quoi ça consiste la protection des œuvres musicales kimbanguistes, selon toi ? Avant d'aller dans la particularité des œuvres musicales kimbanguistes, j'aimerais bien qu'on parle de la protection juridique des œuvres d'une manière générale, parce qu'il n'échappe pas à ces caractéristiques. Oui, justement. Donc, la protection juridique des œuvres garantit quoi ? Il garantit justement une sécurité pour éviter que tout le monde ou n'importe qui prenne possession de cette œuvre et jouisse de quelque manière que ce soit de tous les revenus qui peuvent générer l'exploitation commerciale de ces œuvres. D'où l'intérêt de protéger cette œuvre en le déclarant auprès des organismes qui sont habilités à gérer les droits de ces œuvres collectives. Quels sont ces organismes ? Déjà, il y a plusieurs organismes de gestion de droits. Mais avant d'aborder la question relative aux organismes, il faut d'abord savoir c'est quoi, d'abord, qui est propriétaire de cette œuvre. Mais justement, qui aujourd'hui peut se bomber la poitrine et se dire que voilà, telle œuvre, on prend un cantique lambda comme ça au sein de l'église, moi j'en suis propriétaire. C'est pour ça que j'avais évoqué la question de la particularité ou la singularité même des œuvres musicales kimbanguistes. Ok ? Parce que le procédé commence d'abord par la captation d'un cantique par
des personnes assez particulières qu'on appelle des inspirés chez nous. Moi, j'aime souvent utiliser un terme, c'est un néologisme que j'ai pour la première fois que j'ai écouté ça, j'ai été sous les charmes de ce néologisme, le canticiste. Le canticiste. Un canticiste. Parce que si on revient au dictionnaire français, la définition de l'inspiré, c'est toute personne qui par un procédé soit mental arrive à créer. Et pas forcément que des cantiques. Et pas forcément que des cantiques. Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine de la création. Mais ce qui est particulier, donc le terme inspiré peut s'appliquer à tout. À tout. Oui. Et à tout le monde. Alors qu'au sein de notre église, je ne corrige pas, mais je suis juste dans... On apporte juste une précision. On apporte juste une précision. Parce que nos inspirés sont particuliers, ils ne sont pas comme tous les autres inspirés. Parce que prendre son stylo et écrire même un texte et le transformer en mélodie, si on n'est pas inspiré, on n'y arrive pas. Mais les nôtres sont particuliers. C'est pour ça que je dis bien, moi j'aimerais bien les appeler canticistes, comme mon père aime bien les appeler. Un néologisme, et je précise, qui désigne justement cette personne capable par un procédé spirituel d'écouter la voix venue de l'au-delà. Très bien, très bien. Ben, on va Donc, noter ce terme. On peut l'imposer, comme par exemple le terme francophonie a été imposé par Senghor. On va noter ce terme, mais ça ne me dérange pas qu'on puisse l'utiliser pour le fil de l'émission. Oui, ça peut faire école. Qui sait? Qui sait? Ouais. Et justement, on a parlé de la propriété de ces œuvres-là. Oui. Tu as rappelé le procédé par lequel elles nous arrivent à nous dans l'Église, par ces canticistes, tels que tu les as appelés. Alors, cette propriété, tu as parlé tout à l'heure de la personne morale qui est l'Église et qui est engagée par le chef spirituel et représentant légal. Donc, c'est l'Église qui est propriétaire. Donc, selon toi, c'est l'Église qui est propriétaire de ces cantiques. L'Église qui devrait, moi j'utiliserais le conditionnel qui devrait être propriétaire. Ouais. Mais quand on suit le circuit de la fabrication d'une œuvre, parce que nous, ça ne se fabrique pas, mais le procédé de la matérialisation de l'œuvre, on voit à la tête. À la tête, il y a d'abord l'inspiré, donc le canticiste. C'est le on va dire primo-auteur, parce que en matière de droit d'auteur, vous remarquerez qu'on parle toujours des droits au pluriel et d'auteur au pluriel. Parce que plusieurs personnes peuvent être auteurs ou peuvent être ayant droit par rapport aux œuvres artistiques. Donc, le propriétaire de l'œuvre pourrait être l'inspiré ou le canticiste. Mais la particularité de notre église, c'est que beaucoup de choses sont impersonnelles. Telles que les chansons sont impersonnelles. Ce n'est pas forcément parce que tel papa tel a capté ou maman tel a capté un cantique que forcément il a le droit de propriété sur cette chanson, parce que c'est un don qu'il a en particulier, mais au service de la communauté qui est l'Église. Et l'Église a à sa tête une personne, et non de moindre, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est le chef spirituel. Donc la propriété revient à l'Église, et qui représente l'Église, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mais néanmoins, s'il faudrait protéger cette œuvre, il y a des mécanismes qui sont mis. D'abord, on va commencer par établir les responsabilités dans une œuvre artistique. Prenons le cas d'un cantique ou d'une chanson. Parce que, voilà, dans le domaine, on va dire, pas mondain, mais le domaine industriel de la musique, il y a beaucoup de postes. Beaucoup d'acteurs oui. qui sont généralement regroupés en ayant droit. On va les appeler comme ça. Les ayants droit, c'est tous ceux qui bénéficient des revenus qui peuvent provenir de l'exploitation de l'œuvre. Ça peut commencer par l'auteur, ça veut dire c'est lui qui a eu l'idée. En l'occurrence, ici, on peut le comparer à
à nos canticistes. Oui. Les interprètes, donc ceux qui chantent. Mm. Avant d'arriver d'abord aux interprètes, il y a des compositeurs. Oui. Parce que le chant peut venir partir d'un texte, il devient une mélodie, on y met une mélodie, on y ajoute une musique et ça fait un tout. Oui. Toutes ces personnes constituent des ayants droit. Oui. Et même le producteur c'est qui? C'est la personne qui met de moyens pour la matérialisation et la commercialisation, par exemple, d'une œuvre. Oui. D'accord. Donc toutes ces Donc, personnes celui qui va payer le qui studio, va payer le les studio, séances de qui studio va et se tout, charger de gérer toute la circuit, tous les circuits de distribution de l'œuvre et toute la partie diffusion de l'œuvre même. C'est un ayant droit. Donc il a des droits sur l'œuvre parce qu'il y a une participation. À la différence de l'auteur qui il y a une participation purement peut-être que morale de l'œuvre et aussi ont une participation. Donc c'est des ayants droit. D'accord. Donc s'il faut faire un parallèle au niveau de l'église kimbanguiste par rapport à nos cantiques, voyez à quel point c'est hyper compliqué à établir les responsabilités. Mais c'est possible. Je dis bien c'est possible. Peut-être que c'est des questions auxquelles on y pense peut-être pas. On s'y penche rarement. Ouais. Et pourquoi? Pour répondre vraiment à la question du bas, est-ce qu'il est important que nos œuvres au sein de l'Église soient protégées? Évidemment, oui. Ils doivent être protégés. Non pas pour empêcher leur exploitation par des personnes, mais pour que l'Église, au fait, propriétaire de l'œuvre, jouisse des avantages qui peuvent générer l'œuvre. Quels avantages, justement, peuvent générer l'œuvre? Au bas mot, je peux dire un avantage pécunier. D'accord, donc des revenus. Des revenus. Des revenus, si on veut vraiment bénéficier de ce potentiel que constitue l'œuvre musicale ou la chanson, on peut bien le faire. Mais il suffit de réfléchir vraiment en termes d'industrie musicale avec tous les maillons de la chaîne. Et la musique ou la chanson kimbanguiste peut générer des recettes. Justement, quel est le processus pour y arriver? Le processus pour y arriver, c'est organiser les secteurs. Organiser les secteurs. Et je me dis, certes, l'Église est propriétaire des œuvres, propriétaire de droits. Mais je me demande s'il se rend compte du potentiel, je dis l'Église de manière impersonnelle, se rend compte du potentiel que constitue la chanson kimbanguiste aujourd'hui, même au niveau interne. On ne prend que le niveau interne, en termes de consommation, de biens culturels, de biens artistiques. Il suffit d'organiser les secteurs et, comme disait Papa Dianguinda, et le réitère matin, midi, soir, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mikolo Koya peut-être aux Anabisousou n'a besoin d'insanité. Donc les jours à venir, on aura peut-être plus besoin de nos collectes qu'on appelle Ntinsani pour construire notre église. Mais personne n'y prête attention, on n'aura plus besoin de Ntinsani. Est-ce qu'on va venir nous donner? Non. Parce qu'on a du potentiel dans tous les domaines qui peuvent faire que demain, on soit autosuffisant. Mais ça m'intéresse particulièrement la question que tu viens de soulever, justement. Et cette organisation-là, est-ce que ce n'est pas déjà le cas, même à petite échelle au sein de l'Église? Est-ce que l'Église ne jouit pas déjà même un minimum des revenus de la production, de la commercialisation des cantiques? Parce que si on regarde, il y a quand même des productions de nos différents groupes, de nos différentes chorales. Est-ce que l'Église n'en jouit pas déjà, ne serait-ce qu'un petit peu? Non. À ce que je sache, non. Parce que déjà, donc aujourd'hui, non. L'Église ne joue pas. Déjà, aujourd'hui, c'est donc pour être concret, c'est chacun fait sa production de son côté. Chacun fait sa production de son côté. D'accord. Chacun fait sa production de son côté. Et je vais être peut-être assez sévère pour. Je pose la question. Tous ceux qui font de la production musicale au sein de l'Église, je parle bien de la production. Je ne dis pas que les groupes ne doivent pas interpréter des cantiques parce que ce n'est pas eux qui l'ont capté ou que les canticistes eux-mêmes devaient interpréter leurs chansons. Ce n'est pas ce que je dis.
mais de la production. Je parle de la production au sens commercial du terme. Oui. Ceux qui commercialisent les œuvres musicales kimbanguistes ou les œuvres de l'église, qu'on soit choral, qu'on soit particulier, qu'on soit groupe instrumental ou autre, qu'on soit individu qui devient mécène pour organiser des enregistrements en studio et puis mettre en ligne ou diffuser des œuvres et bénéficier des ressources qu'il génère à travers de plateformes de streaming ou autres, qui lui donne mandat. À ce que je sache, personne ne donne mandat. L'Église ne donne mandat à personne. On n'a donné mandat à personne pour faire ça. Si on regarde de près. Oui. Mais on va dire aussi, mais pourquoi l'Église est assez muette quant à ce? Mais est-ce que c'est pas dans l'activité normale d'une chorale, d'un groupe instrumental, oui, de se produire, d'avoir des productions musicales, commercialisées? Est-ce qu'il faut un acte en particulier pour... Est-ce que c'est pas dans la vie normale, l'activité normale d'une chorale de se produire, par exemple, d'entrer en studio, de produire un album, de le commercialiser, etc. Si on voyait tout comme... tu sais, la normalité, c'est justement la routine. Parce qu'il y a une chose qui se fait depuis 2 années, et on se dit que peut-être c'est normal, depuis le temps, ça se fait toujours. C'est nous-mêmes qui nous définissons une certaine normalité, justement par rapport à la routine. Ça se fait et personne ne dit rien, donc c'est normal. Mais moi, je pense que la norme voudrait que ces secteurs soient organisés. Pas dans le sens d'interdire des groupes, mais d'aider des groupes même à bénéficier de ce que va générer ou pourrait générer les ressources de leur interprétation des œuvres musicales. Le danger, il est où aujourd'hui? Parce que ça se fait en interne. Si aujourd'hui, par exemple, un artiste lambda, je dis bien un artiste lambda, de notoriété, se dit, bon, il y a cette chanson, moi je l'aime bien. Je prends un exemple, je cite Gims ou Koffi Olomide. Citons-les comme ça. C'est des gens qui, en 1 minute, peuvent vous générer 100 millions de vues. Juste pour la diffusion d'un truc. Et il s'est dit, bon, moi j'ai écouté un son là, ça m'a plu, je le prends, je le chante. Oui, c'est à la gloire de Papa Simon Kimbangu. Il permet à ceux que, voilà, à travers sa bouche, les gens écoutent peut-être le message de Papa Simon Kimbangu, mais derrière ça, c'est des millions de dollars qu'il empoche. Je dis bien, c'est des millions de dollars qu'il empoche. Il ne le fait pas pour la beauté de la musique, mais il le fait à but commercial. Comment vous allez attaquer cette œuvre? Je veux dire, aller auprès des institutions, même auprès d'un tribunal de commerce, pour dire que voilà, il a commercialisé ou il a copié mon œuvre. À partir du moment où déjà sur le plan du droit, vous n'en êtes pas propriétaire. On est propriétaire de fait. Même l'Église est propriétaire de ce patrimoine de fait, mais pas de droit. Et comment en devenir propriétaire de droit? On devient propriétaire de droit à partir du moment où on va auprès des institutions habilitées à protéger les droits des œuvres communautaires ou des droits des œuvres collectives s'affilier. Quelles sont-elles? C'est la SACEM, la SPEDIDAM et ici en France, il y a plusieurs institutions par rapport aux catégories des ayants droit. D'accord. On va dire une œuvre a une nationalité. Parce que chaque pays a son organisation en matière de gestion des droits, je veux dire de la propriété intellectuelle. Parce que là, on parle des droits d'auteur. On se résout souvent à parler des droits d'auteur, mais il faut savoir que le droit d'auteur s'inscrit dans un cadre beaucoup plus général, qui est le droit de la propriété intellectuelle. Parce que c'est une œuvre d'esprit. Quelle que soit la forme avec laquelle elle vient ou comment elle vient, mais c'est une œuvre d'esprit. Ok? C'est le droit de la propriété intellectuelle qui se subdivise en plusieurs catégories, 2 grandes d'ailleurs. Il y a d'un côté
les œuvres artistiques, dont la chanson, c'est de quoi dont on parle, pardon. Et puis il y a d'autres, par exemple, les inventions. Donc, en ce qui nous concerne, par exemple, on peut dire que les chansons, c'est régi par les droits d'auteur. Et par exemple, vous prenez les inventions ou les créations du mandombe, par exemple. Ça appartient, parce que ce n'est pas de l'art, le mandombe, ça appartient justement dans l'autre catégorie des inventions et de la création, donc la propriété industrielle. D'accord. Donc, voilà le champ dans lequel on est. Et Papa Simon Kimbangu détient les 3 pouvoirs, on le dit. Le pouvoir scientifique, le pouvoir et les autres pouvoirs. Mais quand on parle de pouvoir scientifique, mais il va de notre intérêt, aussi à travers le potentiel que nous avons, de bénéficier de ce pouvoir que Papa Simon Kimbangu met à notre disposition. Si les mandombe appartiennent au pouvoir scientifique, mais la chanson aussi relève de ce pouvoir, parce que c'est un bien culturel, un patrimoine culturel qui mérite d'être protégé tout comme n'importe quel patrimoine. Voilà. Si aujourd'hui on s'attelle par exemple à préserver les reliques de Papa Simon Kimbangu pour l'histoire, pour la postérité et tout ça, on a bâti un grand musée, ça a un coût. La protection de ces œuvres pour des générations et des générations, garder par exemple une étoffe pour 200 ans, il faut un traitement particulier, il faut de l'argent autour de ça. Donc on ne va pas se dire qu'on est une association sans but lucratif alors qu'on a besoin d'argent. Mais c'est reste que pour protéger nos patrimoines. Et cet argent viendra. Si nous-mêmes on ne le produit pas, on ne va pas continuer à quémander. Tinsa négocie là. Ça veut dire, on suppose qu'en ce moment, ce qui Tinsa Nizate et Sili, on va devenir autosuffisant. Mais dans l'histoire de toutes les nations développées, on sait que l'autosuffisance n'a d'autre source que la production et la transformation. Mais la production de quoi? Et la transformation de quoi? La transformation du potentiel. Comme le diamant, c'est un potentiel quand il est sous terre. Tant que vous ne le transformez pas, il ne génère pas de sous. Ça, c'est voilà, des ressources fossiles. Et tout ça, qui sont tarissables. On a nos chansons. On est bien dans le domaine de l'immatériel, qui sont d'une potentialité énorme, qui demain ou après-demain peuvent nous générer d'énormes revenus capables de nous construire, de nous permettre de nous autosuffire. C'est justement comme ça qu'il faut comprendre cet appel de Papa Diangué Nakuntima ou de Papa Simon Kimbangu Kiangani, que Ntinsa négocie là, parce qu'on viendra nous donner, faire de dons, parce que nous, c'est pas comme ça que nous, on marche tout ça là, mais transformons ce que nous avons en main. On va encore attendre Papa Simon Kimbangu le dit, matin, midi, soir, et nous, on attend encore pour réfléchir comment est-ce qu'on va s'autosuffire sur Ntinsa Nizate, alors qu'on a de l'or entre nos mains. Je vous ai donné l'exemple. Un Kofi, un Gims, il se décide aujourd'hui, il vous prend un Silouan Zambi, il vous le chante, il empile un album de 5 chansons sur base d'Evo Cantique, parce qu'il aurait plu. Il fait des tournées, il fait des stades. C'est vrai que ça serait une publicité incroyable pour le message. Une publicité incroyable en retour. Et justement, concrètement, ça serait quoi le mécanisme ou la solution à apporter? Parce que ça serait quoi? Ça serait d'interdire carrément, lui dire bon, ça c'est nos chansons, tu les chantes pas, ou profiter quand même de l'exposition. Oui. Mais par exemple, si ça devenait aujourd'hui, on n'a aucune démarche à faire. On n'a pas le pouvoir de lui interdire, parce que déjà on ne peut pas justifier qu'on a. Mais est-ce qu'on aurait intérêt d'interdire même? On n'aurait pas intérêt d'interdire, mais on ne va pas aussi continuer à être
on va dire, on ne va pas être des marchepieds de certaines personnes. Tu t'imagines 1 million d'euros ou 1 million ou 10 millions d'euros. Moi, c'est pas mercantile mon idée. C'est pas forcément mercantile. Je dis juste jouir, même à travers d'autres personnes à qui on peut. Parce que la démarche même de la protection du droit donne le pouvoir à un ayant droit de céder certains droits patrimoniaux. Ça veut dire donner l'ouverture à d'autres d'exploiter les œuvres. C'est ça l'idéal. Ouais. Ça veut dire donner l'ouverture à d'autres d'exploiter nos œuvres. Donc en fait, en gros, l'idée, ça serait qu'il y ait un pourcentage qui revienne à l'Église automatiquement. Oui, automatiquement, sans qu'il le veuille d'ailleurs. Ça veut dire pour donner, autoriser quelqu'un à exploiter une œuvre, il faut en être forcément possesseur. Ouais. Ok ? Il faut en être possesseur. Mais je dis, jusqu'à preuve du contraire, on est propriétaire de fait sur nos œuvres, mais pas de droit. Ça veut dire, Silo Nzambi, nous, on sait que c'est notre chanson. Ah oui, c'est notre chanson, de fait. Mais de droit, nous en sommes pas propriétaires. Parce que c'est des chansons. Ils prennent la forme, une fois produite, chantée par une chorale, mis sous forme d'un clip vidéo et tout ça, mise en image, diffusée sur une plateforme, sur YouTube ou sur... Il n'y a pas de différence avec les autres musiques. C'est vrai que l'idéal, à travers notre chanson, c'est évangéliser. Oui, je veux bien. Mais du point de vue de la forme, il n'y a aucune différence entre nos chansons parce qu'on utilise la voix humaine comme les autres. On utilise les instruments, guitare et tout ça comme les autres. On passe du temps pour nos groupes qui vont en studio, du temps en studio où on paye comme les autres. Le seul procédé qui peut-être n'est pas payant. Voilà, c'est peut-être que lors de la captation du cantique par le canticiste. Mais ça aussi, il faut se mettre à la place du canticiste. On est pauvre, oui. Et si tu vois la majorité des canticistes, dans la plupart des cas, je ne dis pas tous, ils sont misérables. Parce que dans notre église, on ne vient pas pour être payé. Ils ont un don inestimable. Mais si demain ou après-demain, d'autres personnes gagnent des millions autour de ça, parce que justement, on a été juste distrait. Moi, je dis bien juste distrait. Distrait parce qu'on n'a pas... C'est pas parce qu'on n'a pas pu les empêcher d'exploiter nos œuvres, mais juste parce qu'on n'a pas pu en faire propriétaire de droit. Parce que d'un côté, il y a le côté spirituel de la chose, et de l'autre, il y a le côté matériel de toute organisation humaine. On est régi par des lois. On le dit si bien parmi les recommandations d'ailleurs de l'Église, quotos à l'État, le respect à l'autorité établie. Mais l'autorité de régulation en matière de la gestion de droits d'auteur, c'est qui? C'est l'État qui organise ça. Il donne mandat soit à une organisation, à un groupe coopératif de gérer les droits des gens. C'est l'État qui institue tout ça. Nous, on ne fera qu'en allant déclarer nos œuvres, on ne fera que se plier à ce que l'État nous donne comme droit, comme prérogative. C'est des prérogatives qui nous reviennent. C'est des prérogatives, pourquoi ne pas en jouir? C'est juste ça. Et au sujet de ces sociétés de gestion des droits d'auteur dont tu nous as parlé, auxquelles il faudrait adhérer pour devenir propriétaire de droits, comment ça se passe concrètement? Quelle est la démarche à faire? La démarche est simple. Il faut... elle est simple, mais elle dépend de la catégorie de la personne qui déclare une œuvre. Parce que tous les ayants droit n'appartiennent pas à la même catégorie. Et du coup, les organismes de gestion de ces droits dépendent de la catégorie auquel appartient celui qui déclare. Je disais par exemple, il faut déjà définir au niveau interne
la catégorisation des ayants droit. Moi, je pense que de manière assez simpliste, on pourrait considérer les canticistes comme un auteur. Ok? D'accord. Et les groupes musicaux, chorales et autres, même les indépendants, comme des interprètes. Et c'est là où ça devient intéressant. L'Église se positionne comme producteur, parce que c'est un ayant droit. Producteur parce qu'il peut générer, il met des moyens, parce qu'en tant que producteur, il a les droits qui lui sont cédés par notamment l'auteur. Parce qu'un producteur, il bénéficie de quoi? De la part de l'auteur. Il bénéficie justement de certains droits qui sont cessibles. Je veux dire, l'auteur peut céder certains droits. Parce que dans la catégorie des droits aussi, il y a des droits patrimoniaux qui sont cessibles. On peut céder à une tierce personne. Et il y a des droits qui sont incessibles. Vous ne pouvez pas le céder, c'est à vous, ça vous appartient, vous et vous seul. D'accord. Ok? Mais l'Église, quand il se positionne en producteur, c'est lui qui met tous les moyens matériels pour notamment la matérialisation de l'œuvre de l'esprit, qui est le chant ou le cantique. Il bénéficie de quoi? Ou il jouit de quoi? Du droit, par exemple, de la reproduction, du droit de diffusion, du droit d'adaptation, par exemple, qui lui confère le canticiste, qui n'est qu'un maillon de la chaîne. Comment il faut aller protéger maintenant l'œuvre auprès des organismes. Donc, les auteurs, généralement, c'est la SACEM ici en France. Je prends l'exemple de la France, c'est la SACEM qui gère les droits qui reviennent aux auteurs des œuvres. On est auteur, c'est à la SACEM. Tout ce qui est interprète, les interprètes, c'est au niveau de soit la DAMI ou Spedidam. Deux sociétés. Je dis bien les sociétés sont organisées comme des coopératives. Donc c'est des gens qui décident de mettre en commun les intérêts et ils le donnent pour le bien communautaire. Ils donnent la gestion à une personne morale pour essayer de gérer tout ça. Et les producteurs, il y a les SPDD et tout ça qui gèrent tout ce qui est producteur de l'œuvre et tout ça. Donc c'est pas au sein des mêmes sociétés que tous les ayants droit vont s'affilier pour bénéficier ou pour jouir de leurs droits le moment opportun. Et la démarche est toute simple. Il faut juste aller. Il faut juste aller et se positionner et se présenter par rapport à l'œuvre, comme soit auteur, comme interprète ou comme producteur de l'œuvre. D'accord, donc aller auprès de ces sociétés. Auprès de ces sociétés, vous vous affiliez. Ça veut dire, c'est vraiment le terme dédié. Vous vous affiliez auprès de ces sociétés et le reste, tout ce qui est perception de œuvres et de revenus qui génèrent l'œuvre par leur exploitation ou autre, c'est ces sociétés qui se chargent de percevoir et de rétribuer aux ayants droit. D'accord. Je dis, il y a une chanson par exemple. Bon, je me décide, moi, Papa Paul, je prends une chanson, je dis, voilà, cette chanson, je l'aime bien, on va en studio, je prends une chorale, il les chante, je paye les frais et tout ça, je mets sur des supports, je trouve un canal de distribution, je trouve des télévisions qui sont preneurs pour diffuser ou de radios qui peuvent jouer, ça génère des ressources. Mais ces radios ou ces plateformes où les gens téléchargent, eux, ils payent auprès des organismes pour exercer. Donc, il y a telle œuvre, chaque œuvre a sa fiche. Il dit, bon, cette œuvre sur sa fiche, il y a Église Kimbanguiste qui est producteur. Voilà. Église Kimbanguiste, je cherche auprès des organismes qui gèrent les droits des producteurs. Je vois Église Kimbanguiste est affiliée à telle association. Et c'est là qu'est versée la part qui revient au producteur. Ah, c'est chanté par la Koreki, par exemple. À la Koreki, donc c'est l'interprète, un groupe interprète qui est affilié à la Spedidam, par exemple. Oui. Donc la part qui revient
à la Coreki, Mhm. c'est c'est la Spedidam qui va percevoir. Parce qu'ils font une veille. C'est toutes ces sociétés. C'est de la veille qu'ils font. Ils veillent. Ils suivent les programmations des radios. Ils suivent les programmations des plateformes de téléchargement ou de diffusion qui, de manière automatique, génèrent des ressources et puis répartissent des revenus. C'est bien organisé. Il y a des algorithmes qui gèrent tout ça. Oui. Et nous, on n'a aucune démarche à faire après. On n'a aucune démarche à faire. Mais on le fait tellement pas de manière industrielle. Ça veut dire, voilà, c'est entre nous, quoi. Oui. Venez, et puis on va chanter, et puis après, bon. Je suis là dimanche ou samedi lors des répétitions devant Seda GTK Zaliawa, ou voilà, Nini Asika GTK Bimi. À la rigueur, aujourd'hui, encore, c'est pire. Avec l'avènement de tous ces médias électroniques et puis toutes ces plateformes de diffusion qui génèrent énormément de revenus. Ben, je suis bien chez moi, je produis GTK et puis je mets sur ma page YouTube et puis voilà. Ça, justement, c'est une question importante. On va y revenir un peu tout de suite après. Mais j'aimerais revenir sur ces aspects, justement sur ces sociétés de gestion. Parce que tu as parlé de la SACEM, de la Spedidam, etc., qui sont des sociétés de gestion françaises, qui sont en France. L'Église étant universelle dans le monde entier, surtout avec le siège qui est en RDC, à Kamba, ça voudrait dire que cette démarche-là, il faudrait la reproduire dans chaque pays dans lequel se trouve l'Église. Il n'y a pas un organisme ou des organismes internationaux dans lesquels on pourrait s'affilier ou s'inscrire directement et que ça fasse effet dans le monde entier. Il faudrait reproduire donc cette démarche dans le monde entier, dans chaque pays du monde, à commencer par le pays où se trouve le siège et ensuite les différents pays où on se trouve. Ces sociétés, je ne veux pas dire le blanc est tellement organisé, il anticipe tout. Mais ces sociétés fonctionnent il y a par contrat dans différents pays qu'on appelle des contrats de réciprocité. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Je suis congolais. J'ai une œuvre qui est déclarée auprès d'un organisme de gestion de droits d'auteur au Congo. Mais l'œuvre, elle est universelle. Elle peut être jouée aux États-Unis sans que je le veuille forcément. En Australie. Et en plus avec toutes justement ces plateformes de diffusion, avec toutes ces plateformes de distribution et tout ça. Mais si l'œuvre est une œuvre protégée, on le voit même à travers YouTube par exemple. Dès qu'une œuvre est protégée, déclarée, ça veut dire un contenu a été déclaré, il suffit que vous le mettiez sur votre plateforme pour que l'œuvre soit bloquée. Parce qu'il a été déclaré. C'est justement ça. Ah d'accord, je comprends. En matière de contrat de réciprocité entre ces sociétés, ça fonctionne comment? Je donne un exemple. Je suis au Congo, mes œuvres sont déclarées par une société congolaise, mais les sociétés ont des contrats de réciprocité. Par exemple, la Sokoda, là aussi à boire et à manger, mais prenons le cas, la Sokoda qui gère les droits des œuvres collectives au Congo. Je suis membre affilié à la Sokoda. Je déclare mon œuvre auprès de la Sokoda. Mais l'œuvre est exploitée par exemple en France. Jouée par une radio et tout ça, qui doit payer? Mais la Sokoda a un contrat de réciprocité avec la SACEM ou la SABAM en Belgique et plusieurs autres sociétés. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ça veut dire la Belgique perçoit ici, dans le cadre du contrat de réciprocité, il va reverser à la société où est logé justement le déclarant. De même, les gens qui sont affiliés à la SACEM ici, prenons des artistes connus ici, ils sont ici, ils sont résidents français, affiliés à la SACEM et tout ça, des auteurs ou des interprètes, ils sont affiliés à l'ADAMI ou à la Spedidam, mais leurs œuvres jouent au Congo ou ils jouent n'importe où, en Guadeloupe et tout ça. Mais c'est des sociétés locales dans le cadre des contrats de réciprocité qui perçoivent pour le compte d'autres sociétés sœurs et reversent. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous n'avez pas besoin, vous pouvez déclarer l'œuvre
là où vous êtes. Pourquoi je dis ça? L'église est universelle. Et l'universalité de l'église fait que on a des canticistes même ici. Exactement. Quand tout est organisé. On en a reçu un justement lors du premier numéro, Papa Salomon cette émission, Lissika. Papa Salomon Lissika. Je salue d'ailleurs. Également. Oui. Mais il est résident français. Tout à fait. Si seulement, je dis bien, si seulement et si tout était organisé comme on le voudrait, il peut bien déclarer une œuvre. Ici. Ça veut dire une œuvre qu'il aurait captée. Et la Corée, il se déclare auteur. La Corée par exemple, qui va interpréter l'œuvre, se déclare interprète. Et l'église est déclarée comme producteur de l'œuvre. Ici, à la SACEM. Mais, pour qu'il bénéficie justement, l'église qui a son siège à Kinshasa, pour qu'il puisse justement bénéficier, dans le cadre de ce contrat de réciprocité, une fois que l'œuvre produite génère des revenus, il faut qu'il soit de droit, je dis bien, de droit producteur de l'œuvre. Ça veut dire déclaré et affilié auprès d'une société des droits d'auteur au Congo comme producteur. Vous voyez l'importance justement de la déclaration de la propriété en tant que propriétaire d'une œuvre. Oui. C'est ça l'avantage. Vous déclarez, vous ne réclamez rien, mais vous allez auprès de ces organismes qui sont institués par l'État. Vous déclarez, vous prononcez que je suis producteur des œuvres. Voilà mon répertoire d'œuvres. Oui. Vous le déposez. Il reste, c'est eux qui font. N'importe qui peut la chanter. Vous restez là, bras croisés. Si les organismes fonctionnent bien, ils perçoivent et ils rétribuent aux ayants droit. Elle est simple comme vous n'avez pas l'idée. Mais il faut faire le premier pas. Ça veut dire organiser le répertoire, aller le soumettre ou le déclarer, le déposer auprès des sociétés qui sont habilitées à protéger justement les droits qui reviennent aux ayants droit. C'est intéressant parce que ce que tu viens d'expliquer, ça me fait penser à un cas de figure qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux justement par rapport aux youtubeurs ou aux différents créateurs de contenu sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Souvent quand ils font des vidéos, ils aiment bien associer des musiques de vedettes, de stars de la musique par exemple. Et à chaque fois, moi, quand je regarde certaines de leurs émissions et tout, parfois ils expliquent que, ah oui, moi, ce mois-ci, par exemple, telle star de la musique a touché autant grâce à moi parce que j'ai mis une de ses musiques dans mes chansons et comme la vidéo a fait X millions de vues, ben, en fait, il a touché quelque chose grâce au fait que ce youtubeur et associer une musique à sa vidéo. C'est le type de bénéfice. C'est le type de bénéfice. C'est ça. Tu as remarqué que beaucoup de grandes stars, même quand tu vas sur différentes plateformes, n'interdisent pas l'utilisation de leur musique. Ils n'interdisent pas. D'ailleurs, ils autorisent l'utilisation de leur musique parce qu'ils savent qu'ils en tirent profit. Parce que c'est des œuvres déclarées. Vous utilisez, mais lui gagne. Pourquoi il interdirait? Pourquoi nous, Église, nous interdirions l'utilisation de nos cantiques? Quel que soit, si c'est pour une autre fin, peut-être peu commode ou amorale ou immorale, oui. Mais si c'est pour la gloire de Papa Simon Kimbangu, pourquoi on interdirait? On n'interdirait pas. Mais derrière ça, la personne qui décide de prendre cette chanson, il sait que ça va peut-être accrocher. Il associe juste sa notoriété à la chanson. Il sait que ça va faire du buzz. Ah, tel a joué un morceau kimbanguiste. On va aller voir. C'est facile pour lui. Hein. Il n'a pas créé. Il n'a pas eu des insomnies comme notre canticiste peut-être qui aurait pu se faire écraser parce qu'il est devenu presque dingue parce qu'il y a un cantique arrivé. Lui, il joue, il gagne des millions.
Tu vois un peu la démarche. C'est pas revendicateur, mais c'est juste c'est un droit qui nous revient. Mais il faut en être conscient. Il faut en être conscient. J'ai vu une fois une de nos chansons, je sais pas, Yahweh ou tout ça. Il y a une dame qui n'est pas kimbanguiste qui en a fait un très beau clip d'ailleurs. Chanter. Je l'ai vu sur YouTube, je sais pas. J'ai dû la voir passer aussi. Je pense voir laquelle tu veux parler. Et d'ailleurs, en parlant des Yahweh, oui. Je sais qu'elle était aussi, elle était aussi très appréciée de l'ancien président justement de la RDC. Oui, qui en faisait d'ailleurs, qui en a fait même sa chanson, on va dire fétiche. Ouais. Quand vous entendez la fanfare de la garde républicaine entonner et Yahweh, c'est que le président est en train d'arriver. Ok? Ouais. C'est vrai que tout ne doit pas forcément être objet à un bénéfice pécuniaire. Non. Tout, non. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des droits. Par exemple, dans la catégorie des droits, il y a des droits patrimoniaux et il y a des droits moraux. Les droits moraux, donc, qui sont incessibles. Mais en termes simples, les droits patrimoniaux, c'est des droits, c'est des prérogatives qui sont reconnues à un auteur de céder soit la gestion des œuvres en termes de reproduction, de diffusion ou d'adaptation à des tierces personnes. À 2, 3, 4, même plusieurs personnes, comme il veut. À l'inverse, les droits moraux, c'est justement ces prérogatives qui lui est reconnu à lui seul, soit d'autoriser ou d'interdire. Voilà le sens. Les droits patrimoniaux, il peut donner, parce il peut le céder. Il donne à quelqu'un, tu peux chanter. Mais c'est pas parce que tu as chanté que tu as l'exclusivité d'interpréter cette œuvre. Il peut donner à un autre. Vous pouvez être à 10, à qui il donne l'autorisation d'interpréter si vous êtes interprète. Donc 10 chorales, en l'occurrence, partant de nous, peuvent chanter la même chanson. Le droit d'adaptation. 10 ou 15 chanteurs peuvent chanter ou styler la musique parce qu'il leur donne ce droit-là. Mais le droit d'interdire ou d'autoriser lui revient à lui seul. Vous dites, quand il cède par exemple ses droits à un producteur, bon, lui il peut rester calme, le producteur peut se charger soit de donner des droits à des gens, de reproduire des œuvres, parce qu'il y a une cession de droits de la part de l'auteur. Mais les droits moraux ne sont pas incessibles. Seul lui a la possibilité d'interdire. Je veux dire quoi? Il donne par exemple le droit à un groupe d'interpréter une chanson. Le groupe interprète, mais après le groupe se dit, on va adapter cette chanson à tel style par exemple musical. Adapté. Il n'en a pas reçu l'autorisation. Il a reçu l'autorisation d'interpréter la forme première, mais pas l'autorisation d'adapter. Tu vois ce que je veux dire? Pas l'autorisation d'adapter. Parce que ça aussi, si on revient dans le contexte de l'Église, il faut que tout soit organisé. On a, surtout dans nos musiques, je parle de musique parce que je mets le tout, à la fois le chant et puis tout ce qui est instrumental, des versions premières, je veux dire, un chant capté et interprété par le primo-interprète. C'est ce qui fait école. Mais après, vous verrez une version chantée par une personne qui, selon lui, il est chez lui à la maison et se décide que moi, je le chante comme ça. Mais sur le plan industriel, c'est pas permis. Pour adapter une chanson, il faut en avoir l'autorisation. Et l'autorisation, soit auprès du producteur, qui est propriétaire de l'œuvre parce qu'il a bénéficié de la cession de droits de la part de l'auteur, pour adapter une œuvre. Mais dans une certaine mesure, il y a aussi des moments où il n'est pas autorisé il n'a pas le pouvoir d'interdire. Là, ce pouvoir revient maintenant à l'auteur au nom du droit à la qualité ou au respect de la qualité ou du nom de la personne ou au nom du droit du respect de l'interprétation
d'interdire qu'une autre version soit interprétée. Ça, c'est incessible. Seul lui peut décider que ma chanson ou cette chanson, c'était du... Moi, j'ai entendu un jour, je suivis au cours d'une émission, je pense que Papa Bounia qui est un inspiré, il est à Kinshasa, il est de la chorale des dirigeants, en Djili. J'ai entendu dire, par exemple, c'est une plainte, mais il ne peut pas aller au-delà. Il arrive parfois, l'inspirer, écarter une chanson, mais au bout de quelques années, il écoute la chanson, et pas sa chanson, mais la chanson interprétée d'une manière où il ne reconnaît plus, entre guillemets, sa chanson. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que ça, c'est dû à une adaptation ou à une modification volontaire ou Parfois, c'est des modifications volontaires. Moi j'ai entendu. Je l'ai entendu au cours d'une émission dire, par exemple, pas se plaindre, mais bon, c'est à la limite, il s'est lamenté. Oui. Donc, cette chanson, quand je l'ai eue, c'était plus ça et tout ça. Mais je me rends compte qu'on la chante à l'envers. D'accord. Il commence plutôt par ça et puis ça vient après. Ouais. Mais bon, mais après, quand je l'ai eu, j'étais encore tout petit. Et puis, j'ai donné. Et puis les gens en ont fait ce qu'ils ont fait. Et il a chanté même un morceau de la chanson dans la forme originelle. Oui. La chanson, en l'occurrence, c'était Bangelou Nalikolo. Tu vois? Mais puisqu'on n'est pas dans un secteur qui est régulé, réglementé, ça va comme ça. Ouais. Et je suis sûr et certain que certains de nos cantiques qu'on écoute aussi subissent ces déformations volontaires. Et surtout si on arrive, par exemple, à tomber sur de canticistes qui ne soient peut-être pas musiciens. Oui. Tu vois un peu, qui ne soient peut-être pas musiciens. À la limite, lors de l'arrangement de la chanson, il est limité. Bon, voilà. C'est quand même le maestro 2 qui te dit que là, en principe, dès qu'on dérive de cette note, il faut forcément tomber ici. Ça, c'est pas lui, quoi. Il comprend rien, il comprend chinois. Mais au moins, tellement que c'est un processus spirituel, je pense que même s'il n'est pas chanteur, il ne perd pas quand même de lui. Il se souvient d'avoir entendu, peut-être pas, il ne sait pas expliquer, mais il sait au moins que c'était pas de cette manière. Mais la rigueur artistique et musicale aussi vient imposer certaines choses. Donc donner le moyen aux canticistes de pouvoir défendre l'originel, enfin la version originelle. Oui, l'originalité des œuvres. J'ai suivi l'émission de Papa Lissika. Il explique que c'est un processus laborieux. Oui. Ok. Mais l'avantage à ceux qui sont dotés de plusieurs casquettes, ils sont canticistes, à la fois ils sont musiciens ou chanteurs, ils ont peut-être cette oreille musicale, mais quand on n'en a pas, c'est difficile. À la limite, tu viens avec un texte, tu expliques les premiers mots, ouais. Moi, ça c'est pas une critique. C'est pas une critique, mais c'est juste une analyse personnelle parce que je tends mon oreille. Moi, la musique, c'est... Contrairement à ce que d'aucuns pourront penser, moi, la musique, c'est un domaine, c'est mon domaine. C'est mon domaine. Peut-être quand vous avez demandé à me présenter, je ne me suis pas présenté à fond. Je ne suis pas musicien. Ça, je le souligne. Mais la musique, en tant que industrie culturelle, c'est l'un de mes domaines de prédilection. D'accord. Parce que je suis culturel, je suis diplômé en management des industries culturelles et créatives. D'accord. D'où toutes ces connaissances sur le droit. Oui, sur la gestion du droit, de la propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne les industries culturelles. Les trois majeurs, la musique, le théâtre et puis la danse. Donc c'est un domaine dans lequel je baigne. D'accord. Au-delà des autres domaines dans lesquels je suis aussi. Donc voilà pourquoi je m'en tiens justement à ce
ça intéresse, ça m'intéresse. C'est comme si on voyait, voilà, le bonheur passer devant sa maison, et puis voilà. Et les gens qui sont connaisseurs, je le dis, je ne le souhaite pas, parce que je sais que au fur et à mesure qu'on évolue, et c'est déjà prouvé, même dans le domaine de la musique industrielle, mondaine, que la création artistique tarit aujourd'hui. C'est-à-dire que elle s'assèche. Ça sèche tellement qu'il est aujourd'hui. C'est plus aussi facile c'est plus aussi original. Aujourd'hui, il est difficile de créer une œuvre originale. D'accord. C'est comme si tout a déjà été créé en termes de rythme et en termes de mélodie. Il faut interroger ou aller côtoyer les musiciens ou les grands chanteurs, les grands artistes. Mais comment ça se fait qu'il y ait autant de chansons qui sortent, qui continuent à sortir? Ils continuent à sortir, mais dans le processus de la création, il y a un terme qu'on utilise, sampler. Les gens sont aujourd'hui en train de sampler, par exemple, des morceaux de gens pour en faire une création originale. En fait, il y a des modèles prédéfinis. Il y a des modèles prédéfinis il faut que les réutiliser. Les réutiliser parce que les réadapter. Ce qui fait que aussi d'autres grands artistes qui ont été créatifs dans le passé, aujourd'hui, les bras croisés, ils jouissent justement de leur création parce que les autres viennent puiser dans leur création, prendre un bout, donc sampler un bout, en faire un boucle pour avoir de la musique et poser la voix dessus. Et dans ce cas-là, justement, tu as dit un truc qui attire mon attention, c'est un petit détail. Oui. Tu as dit que les artistes qui ont été créatifs dans le passé, ils gardent les bras croisés parce que d'autres artistes, ils samplent, donc ils prennent juste un petit échantillon de leur musique et ils le réadaptent. Ça veut dire que même en prenant un petit échantillon d'une musique, si un artiste A prend un petit échantillon de la musique d'un artiste B, ça bénéficie à l'artiste B au point qu'il puisse en tirer des revenus, c'est ça? Ça bénéficie, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Il y a une mesure qui est le seuil du tolérable, c'est dans la mesure. Ok? Mais parfois, la mesure qui est tolérée n'est pas assez satisfaisante. On informe toujours le propriétaire ou le primo-propriétaire. Il peut se décider à titre gracieux de vous accorder ce droit. Quand c'est gracieux, oui, voilà, joue. Mais ça, c'est de fait. Mais je reviens encore, de droit, il faut que le document justifie qu'il vous a accordé de manière cette autorisation. C'est intéressant et utilisée. Parce que depuis le début, on parle de l'interprétation, par exemple, de nos cantiques. Oui. Moi, j'avais tendance à penser des cantiques en entier de A à Z, mais ça va même jusqu'au point d'avoir juste une portion de la chanson. Juste une portion. Parce que ça me fait penser justement à un exemple. J'ai un exemple en tête. Il y a une chanson de l'industrie de la musique au Congo. Oui. Entre guillemets mondaine, si on peut l'appeler comme ça. Qui a été interprété par un des grands artistes de la musique congolaise. Oui. Il y a peut-être une dizaine, une vingtaine d'années, je ne sais pas. Ça m'a toujours fait penser à une chanson de l'église. Et je me suis même demandé, mais est-ce qu'il ne s'est pas inspiré d'une chanson de l'église, qu'on chante à l'église? La chanson, c'est Outalalela. Outalalela, la 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 la. Et le refrain, ça fait... enfin, je saurais pas chanter avec les paroles, mais ça fait la 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 la. Et un jour, je retrouve une mélodie similaire dans une musique d'un grand artiste congolais. Je me suis demandé, il s'est pas inspiré. Oui, mais c'est des reprises comme ça. Il y en a à foison, on peut les citer. Mais il y a d'autres chansons même chantées par des chantres chrétiennes, je veux dire, entre guillemets, des chansons entières, avec d'autres mots. D'accord. Mais ils sont inattaquables à partir du moment où on ne peut pas prouver au regard de la loi que nous en sommes propriétaires. L'idée, c'est pas d'attaquer. Si c'est avéré que c'est vraiment... Si c'est avéré que nous sommes propriétaires. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, par exemple, peut-être qu'ils ne prennent pas ou ils ne savent pas que c'est pas assez organisé comme ça. Même une publicité où voilà, un annonceur peut utiliser une portion d'une musique. Moi, je prends le cas, par exemple, d'un artiste
je dis mondain, qui était en procès avec, je ne vais pas faire la publicité, à Kinshasa avec un grand groupe télécom, juste parce qu'ils ont utilisé l'extrait d'une de ses chansons pour faire la promotion, une promotion pendant une période. Période de Saint-Valentin. Pour ceux qui savent, ils peuvent se référer, ils sauront c'est qui l'artiste et c'est qui. Ok, ils font la promotion pendant la période, ils utilisent justement la chanson, une chanson d'un artiste qui. Mais il était avant-gardiste, parce que beaucoup de nos musiciens aussi, ils ne sont pas affiliés dans des sociétés de droits d'auteur, même dans la musique mondaine. Ok? Mais sa musique était déclarée, ils sont allés devant le tribunal. D'accord. Et ils ont une gain de cause. Mais la société a payé. C'est vrai que c'était à l'amiable, parce que bon, on lui a dit, bon, on finit le procès, on est prêt à mettre ça sur la table. L'idéal, c'est pas ça, d'arriver à ça. Mais l'idéal, c'est que même nous-mêmes, on devienne autosuffisants de par le potentiel que nous avons. Parce que le don, quand Dieu met un don dans une personne, il sait pourquoi il le met. Il ne va pas mettre un don sur une personne et que la personne voie d'autres personnes jouir de ce don. Ils n'ont pas péché. Je ne dis pas ceux qui chanteraient, par exemple, nos chansons, auraient péché, auraient volé. Mais il y a tellement un vide juridique que vous ne pouvez pas vous plaindre. Même au niveau de la... Vous ne pouvez même pas vous plaindre. Vous ne pouvez pas. Même le simple fait de dire qu'il a chanté nos chansons, oui, parce que, bon, voilà. Mais là, c'était même pas il a chanté, enfin, dans le cas dont j'ai parlé. Après, je vais pas dire, je sais pas exactement, je pourrais pas dire avec précision si c'est vraiment inspiré d'une chanson de l'église ou quoi. Mais la mélodie était tellement ressemblante avec d'autres paroles. Mais les reprises, il y en a à foison. Je peux les citer seulement parce qu'on ne peut pas chanter ces chansons là dans ce cadre. Mais il y en a beaucoup. D'accord. C'est pas que tu n'as pas bien entendu, mais c'était bien ça. C'était bien ça. Oui, où t'en allais là, c'est une chanson kimbanguiste. En plus, une des particularités de la chanson kimbanguiste, c'est une chanson captée en langue. Oui. Ok. Tout à fait. Ça, c'est une particularité. C'est indéniable que c'est une chanson kimbanguiste. Parce que les autres, c'est pas ça, la chanson. Mais c'est de fait. Je reviens toujours sur la question de droit. De droit et de fait. Et de fait. C'est de fait notre chanson. Mais de droit, ce n'est pas encore notre chanson. D'accord. C'est comme nos parcelles. Il y a eu un moment où, voilà, nos parcelles n'avaient pas de titre de propriété. Certains de nos paroisses. C'est de fait nos parcelles. Parce que l'État a décidé que le kimbanguiste, on vous donne ce terrain. Mais c'est quoi après ? Parce que la parole du chef fait office de loi. L'État décide de vous attribuer un terrain. Mais après la démarche, c'est quoi ? C'est pas l'État qui ira au cadastre. C'est vous qui faites la démarche pour en devenir propriétaire de droit. C'est de la même manière. Ça, c'est le patrimoine foncier. Mais le patrimoine immatériel qui constitue la chanson kimbanguiste. On peut en faire autant. On ne pêche pas. On ne vole pas. On se protège beaucoup d'abus qui peuvent arriver. Je disais que le secteur de la création tarit. On va revenir là. Oui. Moi, je ne veux pas être prophète de malheur. Je ne le souhaite pas. Mais je me positionne seulement. Dans la mesure où, demain, vu que les secteurs tarit, je le répète, je me répète, et que les gens trouvent en la chanson kimbanguiste ou en la musique kimbanguiste une potentialité à exploiter. Et qu'ils vérifient que c'est d'ailleurs des musiques libres de droit. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est des musiques libres de droit. Oui. Tu le mettras sur n'importe quelle plateforme. Personne... on va pas te bloquer. À moins que ce soit nous, entre nous-mêmes ici, des gens qui se créent de comptes YouTube par-ci, par-là, et qui prennent même la peine de bloquer certains amis. Parce que tu aurais utilisé telle musique, on te bloque, et puis on te signale que c'est
tel qui a bloqué parce que. Au moment où l'église, déjà, n'en réclame pas la propriété, mais les individus, j'ai dit bien les individus, commencent à en réclamer la propriété. Tu vois? Donc, c'est des questions auxquelles l'église devait s'intéresser. L'église, c'est moi aussi. C'est justement la raison d'être de ce débat, de cet échange, justement. C'est nous tous, l'église. Parce qu'on se considère que nous sommes l'église. Moi, je reviens, en tout cas, à moins que je me trompe. C'est comme ça que moi, je captais cette prêche, ce dire de Papa Diangué Nakuntima. Et c'est comme ça que je capte toujours, chaque fois que j'entends Papa dire que Tinsani Mikole Koya et Kosila. Mais Kosila, qu'est-ce qui va le remplacer? Papa dit, mais parfois on est toujours distrait. On ne pose pas la question, bon, Papa, Tinsani Sili, qu'est-ce qui viendra après? Et pourquoi Tinsani Kosila? Peut-être parce qu'on sera capable de transformer nos potentiels en actifs. Nos potentiels en actifs. Et moi, dans le coin, dans le domaine où je peux faire quelque chose, dans le domaine qui est mien, pourquoi ne pas cogiter déjà à proposer une démarche qui demain pourrait permettre que même pas en Tinsani et Fandamouké. Imaginez que l'Église, en tant que propriétaire des œuvres, donne ce droit à une institution au sein de l'Église ou à un organe, en l'occurrence le département de chant, qui serait chargé de toutes ces questions. Réfléchir autour de la politique, de la gestion, de tout ce qui est musique. Parce que aussi, il faut que les terminologies évoluent. Nous ne sommes pas là pour corriger. Mais l'Église évolue. J'ai cru entendre ou lire ça quelque part. Que l'Église évolue. 100 ans après, il y a des réformes qui devraient aussi se faire. Mais les réformes, même sur le plan institutionnel, sur le plan organisationnel, même sur le plan terminologique, devraient se faire. Hier, on parlait de la presse. Oui. Parce que on en parle encore. On en parle encore. On en parle encore. Mais si on est vraiment futé, on sait qu'aujourd'hui, on parle plus de médias que de la presse. On n'est plus... on sait que la presse, on pense à Gutenberg et tout ça. Oui. Mais c'est un terme qui est révolu aujourd'hui. Parce que ça va au-delà de ce qui est papier. Oui, tout à fait. On avait le département de la presse kimbanguiste, oui. Qui gérait quoi? L'information. Mais aujourd'hui, on a dépassé ce stade. On est au niveau des médias qui ne gèrent plus l'information, mais qui gèrent la communication. Parce que la communication, c'est le flux d'informations dans les deux sens. Oui. En aller comme en retour. Tout à fait. Parce qu'on n'est pas là comme pour diffuser, mais on est aussi là pour écouter ce que les autres attendent de nous. Et surtout que, contrairement à... surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux, contrairement à il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années, oui. Le récepteur peut aussi être émetteur. Émetteur, c'est ça que je dis. Le circuit. Le circuit, il n'est pas dans un sens, mais il est aussi dans les deux. Dans les deux sens. C'est pourquoi je parle de terminologies qui doivent pas changer, mais évoluer, être en phase avec le temps. On parle je sais pas, département des chants et tout ça, que moi, aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a développé ici, c'est vraiment le département de la musique. Parce qu'elle est globalisante. La musique est globalisante, en ce sens que la musique intègre le chant. Si on considère que le chant est interprété par la voix qui est considérée comme un instrument. C'est beaucoup plus globalisant. Le chant, c'est quoi? C'est tout ce qui est émis par l'instrument, uniquement l'instrument qui est la voix. Et tout ce qui est groupe instrumentiste qui naissent aujourd'hui. Ils sont où? Juste recadrer certaines choses, ouvrir en fait les guillemets, agrandir les guillemets. La phrase devient longue et puis il faut... C'est ça. C'est tout ce que... Et puis essayer maintenant
de prendre en compte d'autres considérations qui hier n'étaient pas prises en compte lorsqu'on a pensé tout ça. Il y a des nouveaux médias aujourd'hui, comme diffuseurs, les médias en ligne et tout ça. À l'époque, voilà, la musique c'était quoi? Bon, on chante et puis on va passer à la radio, on donne un support et puis c'est fini aujourd'hui. Personne n'interdit à l'église d'avoir une plateforme de diffusion officielle auquel les bandimi et tout ça viendraient s'approvisionner soit gratuitement, soit moyennant 1 euro. On crée du revenu. Parfois, on va ailleurs parce qu'on ne propose rien. Faute de mieux, on se contente de quoi? De ce qu'on a. Parce qu'on ne trouve pas mieux, on va puiser ailleurs. Aujourd'hui, tu verrais par exemple un kimbanguiste. Moi, je le constate dans beaucoup de choses parfois. Et ça, c'est avec beaucoup d'amertume que je reçois, par exemple, tu vois une interprétation d'un truc, un kimbanguiste qui t'envoie ah, oyo kinzembo, oyo batonde babeti nzembo. Mais tu me l'envoies, donc tu m'envoies pas j'étais qui pourquoi? Ou dirigeant bayemba giango, tu me l'envoies pas. Ils trouvent mieux ailleurs. Et c'est le danger que nous courons. J'ai dit, la création artistique tarit tellement. Les gens vont se réveiller un jour et ils se rendent compte que, oh ouais, il y a une ressource là qui est inexploitée. On va puiser dans ça, on va l'adapter à notre sauce. Et ça va donner une musique. Oh, et Belé Nabiso, beaucoup d'entre nous, en coulisses, vont écouter. Mais à la sauce kimbanguiste maintenant. Et les gens sont prêts à aller acheter ça. On ne le fera pas nous-mêmes. Pourquoi on ne le ferait pas déjà, pendant qu'on y réfléchit? Ils viendront. Je sais. Je ne sais pas, mais j'ai la prémonition. C'est comme si je le voyais déjà demain. Parce qu'étant dans ce domaine, dans ma vie professionnelle, je vois comment les créatifs vont chercher, ils vont puiser même dans certaines musiques, on va dire ésotériques ou certaines musiques va dire musiques traditionnelles, ils vont puiser de choses pour le mettre à la sauce urbaine, par exemple. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose parce que au niveau, dans le secteur de la musique, en particulier en France, au niveau des musiques urbaines en France, bon, je suis pas le plus grand des connaisseurs, mais le constat que je fais, c'est que la plupart des artistes qui ont vraiment le vent en poupe aujourd'hui, ce sont souvent des artistes qui ont les doubles nationalités, qui sont originaires souvent d'Afrique, souvent du Congo, et qui vont en fait puiser dans leurs origines, en fait, qui vont puiser dans les musiques de leur pays d'origine, les musiques qu'ils écoutaient quand ils étaient petits, les musiques que leurs parents écoutaient. Ils font des mix avec les musiques qu'ils ont écoutées ici, et c'est ça qui fait boom en France et dans le monde entier, quoi. Donc je vois l'idée que vois ce que tu veux dire. Vu l'ampleur, parlons clair, parlons bien. En clair, Papa Simon Kimbangu, esprit, il n'a pas besoin de ça. Mais moi je me dis, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ces revenus pour bâtir cette église. Moi, personnellement, j'ai besoin des revenus générés par le potentiel que nous avons pour bâtir cette église. Même si les autres useront justement de ce potentiel pour en faire un produit commercial, mais au moins la part qui me revient, il faut que ça me revienne de droit. Donc ma démarche n'est pas d'interdire, mais c'est justement de bénéficier au cas où notre musique demain ou après-demain devenait un élément commercial. Même si nous n'avons pas l'ambition de commercialiser ça, mais quand les autres commercialisent ça, nous puissions jouir justement de ce bénéfice que d'autres pourront en tirer. Mais pourquoi pas? Tout à l'heure, tu as parlé de se protéger des abus. Oui. Et justement, on a pas mal parlé des utilisations qui peuvent être faites par des artistes entre guillemets de l'extérieur, entre guillemets. Mais à l'intérieur de l'église ou de la communauté, est-ce qu'il n'y a pas des abus?
que nous-mêmes, Kimbanguistes, nous faisons sur nos propres musiques ou que nous faisons sur nos propres productions en interne. Mais justement, comment les gens de l'extérieur arriveraient à faire ces abus? C'est parce qu'ils constatent qu'à l'intérieur, rien n'est organisé. Ils voient, ils regardent. Parce que ça va. Quelqu'un de l'extérieur n'oserait pas venir à l'intérieur, venir puiser dans notre patrimoine et exploiter pour de fins commerciales. S'il ne constate pas qu'il y a un vide ou il y a une désorganisation. Quand je dis vide, c'est pas parce que les productions foisonnent que forcément il y a quelque chose d'organisé et tout ça. Et ça foisonne justement à l'intérieur parce que c'est un terrain qui n'est pas régi. Je dis bien qui n'est pas régi. C'est un terrain qui n'est pas régi. On va prendre vraiment l'église kimbanguiste, on va le mettre au diapason d'une nation. Mais on devrait justement organiser ces secteurs comme je viens de le dire, même en interne. Je dis quand je dis, je mets côte à côte l'auteur, je mets canticiste. C'est pas par rapport à l'extérieur forcément, c'est par rapport à l'intérieur. On peut organiser des choses comme ça. À l'intérieur, un auteur ou un canticiste qui capte une chanson, nous devons déjà le considérer comme l'auteur. La chorale, si on arrive déjà par nous-mêmes à le considérer vraiment comme de véritables interprètes, et puis l'église elle-même se positionne comme producteur. Ça veut dire, c'est lui qui gère toute la politique en matière de reproduction des œuvres, toute la politique en matière de diffusion des œuvres, toute la politique en matière d'adaptation des œuvres, mais tout le monde gagnera. Le Mouzouin Zembo, il n'ira pas quémander à papa, vraiment moi à la maison. Je dis bien en interne, je ne suis pas à l'extérieur. On prend juste la configuration extérieure de la France, par exemple, on l'applique à ce micro-organisme, à ce cette micro-nation qu'est l'église kimbanguiste, on l'applique avec nos réalités de l'intérieur. Mais on est des millions. On est des millions. Ça veut dire, par exemple, la direction, par exemple, des chants et tout ça, serait cet organe régulateur, à l'image soit de la SACEM, ou dans ces différentes attributions, dans ces différents services, il serait à la fois SACEM, il serait à la fois Spedidam, il serait à la fois l'organe régulateur qui représente les droits des producteurs, qui est l'Église. C'est possible. Il faut y penser. Personne ne va s'hasarder au jour. Là, bon, moi je prends, et puis, non. Il ne prendrait pas. Il serait peut-être propriétaire aussi des plateformes de diffusion, où il peut céder des droits à certains organes de l'Église pour la diffusion de ses contenus. Quand je dis la cession de droits, ça veut dire autoriser en termes simples. C'est peut-être la presse qui diffuse ça. Ça, par exemple, en termes de reproduction, c'est par exemple tel truc qui se chargera de la reproduction des œuvres. En ce qui concerne l'adaptation des œuvres, il y a une unité, par exemple, de je ne sais pas quelle, qui se chargera de ça. En termes de censure, c'est vrai qu'au sein du département de chants et tout, qui, en principe, devrait relever du département de l'évangélisation, il y a un bureau de la censure. Moi, à ma connaissance, la dernière configuration, à ce que je sache, c'est que au sein de la commission, au sein, pas de la commission du département des chants, il y avait un bureau technique, et puis d'un côté, il y avait de l'autre côté la chorale de dirigeants. C'est une configuration que moi je sais. Bon, voilà, je ne le critique pas, mais je dis, on va l'adapter et on peut l'adapter par rapport aux réalités et aux besoins actuels. Pourquoi pas le mettre carrément au sein du département de l'évangélisation, parce que le contenu de nos chants, c'est purement de l'évangile, ça. Comme une commission.
commission de musique avec différents bureaux à l'intérieur. Parce qu'au sein du département de l'évangélisation, on a la commission discipline et conciliation, la commission de musique, parce que le contenu est essentiellement évangélique. Et puis différents bureaux, comme on vient, pas en s'inspirant de ce qui existe dans le monde professionnel de la musique industrielle. Déjà au niveau interne, on aura fait un pas dans l'organisation de la gestion des œuvres musicales. D'accord. Et donc ça mettrait fin, parce que moi, il y avait un point justement pour approfondir cette idée. Ça mettrait fin, donc j'imagine automatiquement, quand je parlais d'abus, au comportement qu'on a parfois qui consiste à GTK sort un CD, mais moi j'achète ce CD, au lieu d'inciter peut-être mes frères et sœurs à l'acheter, je le grave, je le télécharge à ma manière, je le poste sur Internet, sur YouTube. Donc ça empêcherait cette organisation-là empêcherait de facto ce type de comportement. Oui, ça empêcherait. Moi, j'ai vu de mes propres yeux. À l'époque, à Kinshasa, je ne sais pas si ça a évolué. Bon, les réseaux sociaux n'étaient pas comme aujourd'hui et tout. Mais j'ai vu de mes propres yeux quelqu'un acheter un CD original en plein centre d'accueil avec son gros duplicateur de CD, dupliquer et revendre au même moment. Sans que personne ne réagisse. Mais non, non. Sans que personne ne réagisse. Ah, Pesangami balai, tout ça. Et en plus, on est friand, justement. On est friand de ça. À consommer ce genre de choses. Ouais. Pire encore, en plein centre d'accueil. Ouais. Il n'a peur de personne parce qu'il n'y a personne qui va le lui empêcher. Parce que, dans une certaine mesure, il faut empêcher aussi des choses. Quand on régule, c'est vrai qu'il faut fimbo. Parce qu'il s'agit de la régulation. Mais les habitudes sont tellement fixées que ce qui est anormal, bon, on le prend comme une normalité. Même d'entrée de jeu, quand vous me posiez une question, est-ce que c'est nécessaire que... Mais c'est justement parce qu'on est tellement habitué à la normalité, il est tellement devenu routinier que on croit que non, il faut à la bongo. Nous, on n'a pas besoin d'argent. Et puis chanter à la gloire de Papa Simon Kimbangu et tout ça. Ah ouais? Je crois pas. Je ne crois pas. Dieu nous dote aussi de l'intelligence pour réfléchir à comment fructifier nos mains. Ou fructifier le potentiel que nous avons en nous. Mais si on est discret, c'est des gens qui vous regardent, qui comprennent que vous avez un potentiel et ils viendront, non pas pour vous faire de cadeaux, mais pour vous soutirer justement le peu que vous avez, que vous ne savez pas exploiter. Ils les exploitent et ils viennent vous le revendre. Et au prix fort. Je ne pense pas que quelqu'un soit animé d'une bonne volonté. Il tire 5 chansons du répertoire kimbanguiste. Il le chante. Et bon, il a... Même s'il le crie sur le support, mais il n'y a aucune base juridique pour qu'on vous reverse un truc. On vous cherchera partout, vous n'existez pas. Et soit les revenus qui vous auraient... qui auraient pu vous revenir, votre dû serait en ce moment retenu par ces organismes. Et voilà. C'est comme quelque chose de pas déclaré, quoi. Il n'y a personne qui le déclare. Parce que la déclaration, elle est administrative. Elle est administrative. On ne se décrète pas propriétaire d'une chanson. Moi, j'aime le dire souvent, moi je ne suis pas ecclésiaste. Je suis fidèle. J'ai une responsabilité peut-être administrative. Et je réfléchis aussi, mais j'essaye toujours en tant que kimbanguiste de lier ma réflexion à ce que nous dit Papa Simon Kimbangu Kiangani ou à ce que nous ont toujours dit les Mvoila. J'essaye toujours de lier ça.
Et peut-être la base de cette discussion, c'est justement le fait que Tinsani et Kosila Mokolo Mususu. On souffre aujourd'hui parce qu'on est obligé à Bikateli et tout ça. Mais papa nous le rappelle. Plus d'une fois, il a dit, hein, en tout cas, je sais que tout Kimbanguiste l'a au moins écouté une fois. Kolekoyan, Tinsani et Kosila. Mais qu'est-ce qui viendra remplacer? Qu'est-ce qui ferait que Tinsani et Kosila? Ah, Tolo na Tobokola. Là, peut-être les gens comprennent. Parce que, bon, c'est palpable, une autosuffisance alimentaire. Parce qu'on aura nos hectares et tout ça, on va manger à notre faim. Mais le manger ne suffit pas. On a besoin de se vêtir. C'est puisqu'on parle de la musique qu'on ne va pas aborder d'autres aspects. Ben, je peux peut-être effleurer parce qu'il s'agit du patrimoine. Tout à fait. Dans le domaine de l'image, par exemple, tout ce qui est effigie de papa, tout ce qui est nos uniformes et tout ça. Demain, tu verras un Libanais venir ici, il vous produit Zunganissa. C'est déjà le cas. Enfin, je ne vais pas parler de Zunganissa, mais c'est déjà le cas. Nos différents uniformes sont produits. Et c'est une parenthèse. Mais oui, c'est une parenthèse. Mais on reste bien dans le domaine de la production culturelle. Parce que c'est des œuvres. Parce que récemment, il y a un de mes contacts sur WhatsApp qui a partagé un statut. Il était dans un marché à côté de chez lui. Et il tombe, ici en Europe, dans une grande ville européenne. Et il tombe sur une robe, dans un marché, dans une grande ville européenne. Il tombe sur une robe à l'effigie de Maman Mouilou. Ouais. Et là aussi, c'est pas protégé. Peut-être qu'en interne, bon, on interdit sur base d'une note, ok, d'une note, voilà, bon, personne ne fait ça, et bon, voilà. Parce qu'il faut se soumettre à l'autorité. En interne, c'est ce qui suffit. Mais de manière réglementaire, il faut que certaines actions soient attaquables. Mais l'État lui-même, il est régulateur. Et en tant que régulateur, quand il y a abus, lui-même peut se saisir. Même sans une plainte. Même sans une plainte. Il peut se saisir d'un dossier s'il trouve qu'il y a abus. Parce que les gens pensent qu'il faut forcément... Quand je dis YouTube, bloque par exemple... vous utilisez une chanson d'autrui qui a été déclarée et tout ça, vous utilisez pour habiller par exemple un de vos films ou je sais pas quoi. Quand YouTube bloque, c'est pas forcément parce qu'il y a eu réclamation. Peut-être l'auteur de la chanson, il est je sais pas en villégiature, je sais pas où là. Mais c'est parce que la chanson, il a pris des précautions de déclarer sa chanson et le reste c'est l'algorithme fait son affaire. Autant l'algorithme qui gère au niveau de ces institutions et qui gère au niveau des plateformes. Parce que la chanson est déclarée. Il peut être déclaré soit la partition déposée et tout ça. À chaque fois qu'on écoute une similarité répétée, voilà, ça bloque. Ça reconnaît directement un truc qui a été déposé au nom de Monsieur Tel. Sans qu'il ne fasse expressement une demande des restrictions. C'est de ça que je parle. Est-ce qu'il est interdit de se protéger? C'est ça la grande question. Est-ce c'est un péché de se protéger? Mais non. Si c'est un péché d'attaquer, mais je pense que c'est pas un péché de prendre de précautions, des mesures pour se protéger. Ok, bon, c'est pas que bon, le rôle na nzambe na ngai ningiza boy ndaku na utika nka boy. Oui, bien arokota. Tu prends la précaution, tu mets, tu fermes à double tour et tout ça. C'est une précaution. C'est une précaution. C'est juste ça. Donc, c'est un débat intéressant et nous qui sommes peut-être dans le circuit de la création, on va dire de la création, parce que je veux vraiment parler de la création des œuvres, il faut qu'on s'y penche. Donc, toutes les parties prenantes, commençons justement par ces canticistes, les interprètes, donc les
chorales ou les chantres individuels, peut-être s'il y en a, peut-être pas autorisés de manière officielle au niveau de l'Église, mais aussi les institutions qui sont censées gérer ces questions, en l'occurrence, département de chant et tout ça, et l'Église lui-même, à travers le département de l'évangélisation. Essayer de penser un nouveau paradigme qui puisse aider demain à matérialiser cette vision de Papa Simon Kimbangu, de Papa Dianguienda et de Papa Simon Kimbangu et Aliputa, Kentinsa Nipe, Lobby et Sili, parce que nous aimons Nabiso et permettre que, voilà, tout sommitol pour bâtir, je sais pas, un temple dans une paroisse ou je sais pas où. Zénou. Peut-être chanter pas par nous, par une tierce personne. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Pas forcément chanter par nous ou exploiter par nous. Par une tierce personne, on gagnerait doublement. On gagne spirituellement parce que, voilà, comme moi, Papa Simon Kimbangu s'étend à travers la personne, mais on gagne aussi matériellement. Matériellement, on n'est pas venu faire... je ne pense pas qu'on soit venu faire... c'est vrai que ce n'est pas l'intérêt immédiat, c'est d'abord le royaume des cieux, mais si Dieu a voulu nous donner ce corps matériel, c'est pour aussi jouir de ça aussi, d'une certaine manière. On n'est pas obligé d'être pauvre. Ou kimbanguiste ne rime pas avec pauvreté. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas ça la vision de papa. Mais arrivons-nous vraiment à réfléchir comment transformer les potentiels qu'il a mis en nous. Déjà, rien que pour la chanson, il nous a ôté d'un processus qui est hyper difficile pour tout créateur d'œuvre d'esprit, la composition. Ça, il nous a épargné de ça. Et on veut qu'il réfléchisse à notre place comment fructifier ça. Nous voulons ça. Qu'il réfléchisse encore à notre... Il nous a déjà... Ça, vous êtes exempté de ça. Je vous épargne de tous les tracas là, les casse-têtes de composer, tu effaces, c'est pas le bon mot, ça va pas avec lui. Non, il n'y a pas ça. Il choisit de personne. Mais le don à travers la personne, vous avez là. Et puis, le développement, c'est autre chose. On attend encore papa. Comme d'habitude, dans bien de domaines, Siko, papa, Toro Salani. Tu vois, on attend. Mais non, moi peut-être que je réfléchis à travers cette émission à haute voix. Donc, permettez-moi de réfléchir à haute voix. De l'émission. Qui veut, à haute voix qui veut prend. C'est lui qui veut, il prend. Et il expérimente. Moi, je serais fier que quelqu'un dise que, oh oui, on n'y a pas pensé. Hein. Bon, on essaye de voir les choses de cette manière. Essayons. Et dans l'église, moi, c'est pas... J'aime souvent pas parler de moi, mais il faut qu'on se le dise, parce que bien de gens aussi peuvent nous suivre et dire, bon, lui là, il parle en tant que qui? Il est quoi? Oui, je suis ce que je suis. Je venais de le dire. J'ai étudié ça. Donc, je ne pense pas que je suis allé à l'école pour étudier toute la problématique du management des industries culturelles, dont la musique, et ne pas en faire bénéficier à mon église. Je ne crois pas. Je serais très, très mal à l'aise, parce que dans mon travail quotidien, c'est ce que je fais, soit en tant que consultant, en tant que... et tout ça. Ça, c'est de manière professionnelle, c'est mon gagne-pain. Ce conseil, et tout ça, accompagnement d'artistes dans certains projets, et tout ça. Mais pourquoi je ne le ferai pas au sein de mon église? Peut-être qu'on n'en parle pas assez. On se croise le dimanche, bonjour, et puis défilé, c'est fini, chacun va chez lui. Et dans bien de domaines, je dis bien, dans tous les domaines de la vie, il y a du potentiel dans ce sens.
on est jeune. On est jeune. Il faut vraiment changer de paradigme et discuter des choses autrement. Ouais. Parce qu'on a l'impression que c'est un éternel recommencement. Un éternel recommencement. Parce qu'il y a des choses qui demeurent en nous, qu'on n'ose pas peut-être parler à haute voix ou échanger avec les autres. Parce que les gens pensent que... non, mais... quand l'église a commencé, on va dire commencé, même Papa Simon Kimbangu, physiquement, les gens pensent qu'il est mort vieux. 90 ans, il est mort à 64 ans. Prenons un équivalent de 64 ans aujourd'hui. Ah, c'est encore jeune. Hein, c'est tout jeune. Tout jeune. Il y a certains d'entre nous, on se côtoie matin, midi, soir, qui ont peut-être dépassé déjà l'âge où Papa Simon Kimbangu est parti en 1951. L'âge où Papa Diangué Nakuntima a pris les commandes de cette église. La quarantaine. Oui. Ah ben, personnellement, je l'ai déjà dépassé. Donc, je ne me considère pas toujours, voilà, nous, tout ça, Banamiké, voilà, mais les Moutala, en 1958, c'était nous. Tu vois ce que je veux dire? Et les moins âgés étaient là, la trentaine et tout ça. D'ailleurs, Papa Simon Kimbangu en 1921, oui. Parce que pour aller dans ton sens, dans ces exemples-là, 34 ans, 33 ans et demi, aussi, on peut dire le 6 avril, 34 ans le 12 septembre. Très très jeune. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On va aider Papa, chacun dans son domaine de prédilection. Moi, je pense que c'est aussi ça. C'est aussi simple que ça. Même en essayant un peu de discuter des choses qu'on pense tout bas et qu'on pense que peut-être que ça ne marcherait pas. C'est pas forcément que ça passe par toi pour... mais au moins, il faut dire les choses à haute voix. Il faut réfléchir à haute voix, moi je dis. Il faut rêver peut-être les yeux ouverts. C'est la démarche que nous faisons à travers ces échanges. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à la protection justement des œuvres musicales kimbanguistes. Et pour conclure, justement, oui. Est-ce que tu aurais un dernier message ou est-ce que tu voudrais résumer toutes les idées qu'on s'est partagées, qui étaient très riches, peut-être en quelques mots, ou même peut-être est-ce que tu as un appel à lancer à ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Un dernier mot, je pense... Ou peut-être un souhait à exprimer, soyons fous. Le souhait à exprimer, c'est que ce vœu pieux soit un jour réalisé. La discussion qu'on vient de tenir ici soit matérialisée à travers je ne sais qui, peut-être une personne de notre génération ou d'une génération à venir. Moi, je serais fier d'où je serais de voir se matérialiser cette vision qui n'est pas mienne, je le précise. Je crois fermement que c'est la vision de Papa Simon Kimbangu Kiangani, de Papa Diangué Nakuntima, et dans tous les domaines. Moi, je ne prends qu'une portion de cette vision et je l'applique dans le domaine qui est mien, le domaine artistique. Et si chacun essayait de réfléchir de cette manière, on n'est pas venu ici en spectateur. Moi, j'arrive en Europe, c'était peut-être pas évident. Je calculais pas, je venais pour XY raison, j'y rentrais et tout. Mais venir finalement m'installer en Europe, j'ai jamais calculé. Je calculais pas. Mais même atterrir, je veux préciser, atterrir dans la formation qui a justement trait à la gestion des industries culturelles. C'était pas, moi je suis à la base dans la communication, les médias et tout. Mais c'est un hasard. Je ne vais pas étaler ou divulguer. Mais je pourrais quand même le dire. Moi je suis allé étudier à Lyon 2. J'avais pas une bourse. J'avais rien. Et on m'appelle.
On m'appelle. Déjà que j'arrive en Europe, c'est pas moi qui a payé le billet, c'est pas moi. La personne qui m'invite ici, je ne le connais pas. On n'a jamais été amis, c'est quelqu'un, je me réveille un matin, j'ai un mail. Bonjour, monsieur Malonga, j'ai lu quelque part, tu parlais d'un projet et tout ça. C'est un projet qui avait trait au patrimoine. C'est qui bon, si tu me dis, si tu es prêt pour être ici au mois de mai à Paris, on pouvait discuter, on pourrait... Bon, ouais, d'accord, dis-moi qu'est-ce qu'il faut pour que... C'est comme ça. Bah, d'accord. J'étais à Alexandrie, à l'époque en Égypte. Tout frais payé, paf, je débarque ici. On parle d'un projet, il m'amène à Prix-sur-Marne, à l'INA, parce qu'il faut qu'on parle aussi de ces aspects. Comment Papa Simon Kimbangu fait des choses. Il vous envoie peut-être en mission sans le savoir. Il vous envoie faire des choses, il vous ouvre certaines opportunités, mais ce n'est pas forcément pour vous, mais pour servir une cause. C'est peut-être ça. C'est comme ça. Ce n'est qu'après quelques années que je me rends compte qu'il aurait lu un des projets que j'avais soumis à une institution ici. Il est tombé sur ça, comme par hasard, auquel je n'avais même pas eu de réponse. Lui, il est intéressé. Il m'écrit, il me recrute. Je travaille, je finis, je rentre, et puis c'est comme ça. J'arrive en France, je me prépare à rentrer. Je rencontre 2 de mes anciens professeurs, ils sont à Lyon. Mais pourquoi tu ne viendrais pas et tout ça? J'ai pas le temps, je rentre et tout ça. Mais on m'écrit pour me dire, on a un master spécialisé, un master international. Mais de toutes les manières, on a besoin de quelqu'un. Parce qu'il y a presque 24 nationalités, mais il nous manque un Africain. On a un Algérien, mais ça ne fait pas, excusez-moi du terme, ça ne fait pas africain. Donc africain, c'est subsaharien. Oui. On te dit, hein, si tu... Mon visa arrive à court. Je suis à court de visa. Je reste, je fais mes études ici et tout ça. Pendant 2 ans, je décroche ce master dont il est question ici. Mais avant, je discute avec papa. Papa, je veux aller à Lyon. Yo, omoni nengeni. Fotanga souswa. Je me préparais à autre chose. Trouver peut-être une bourse pour faire une thèse de doctorat et tout ça, que je n'arrivais pas à décrocher. Je me prépare à aller à Kin et tout ça. On cause. Basta. Rentrer en septembre. Mais octobre, on m'appelle. Il y a la rentrée, c'est fait il y a 1 mois, mais on a besoin de compléter ce truc. Bon, à 30 jours, tu peux encore venir si tu es intéressé. 0 francs. Je fais ce master en direction de projet artistique et culturel international à l'université de Lyon 2. Pour en faire quoi? C'était pas du tout ta formation de base. Je suis toujours culturel, je suis toujours dans les milieux culturels, mais c'est quelque chose qui vient, c'est une spécialité qui vient s'ajouter à ce que je faisais déjà. Alors que c'est une spécialité que j'avais évité en Égypte. Parce que j'étais au département de la culture à l'université Senghor en Égypte. Mais je me suis plus penché sur ma spécialisation en médias et communication. À côté, il y avait gestion des industries culturelles. Je dis, je ne fais pas ça, je me spécialise sur... parce que ma formation de base, je suis en communication des organisations. Je reste dans ma filière, je me spécialise dans ça. J'arrive ici, ça me suit, sous une autre dénomination. Direction de projet artistique et culturel international. Les 2 professeurs, c'est 2 professeurs que j'ai rencontrés justement en Égypte. Comme par hasard, ils n'étaient pas mes professeurs. Des visiteurs qui sont venus donner cours. Monsieur Jacques et Madame Boniel. Par hasard. Non, mais si beaucoup de gens ne croient pas, moi je crois. Et je sais pourquoi
pourquoi. Le pourquoi du comment, je le sais. Je dis une question. Ah, yo, faut autant aller sous soi. Autant aller au zombon, ouais, papa, aller au lukambo. Autant ici, là, on rigole. Je pars à Lyon avec un 100 € en poche. Parce que je me préparais à sortir. Et je suis là. Je vis. Diplôme en poche, je suis bien. Dans ce domaine dont il est question aujourd'hui. Beaucoup, peut-être, au sein de l'Église, ont aussi des qualifications dans ce domaine. Peut-être qu'ils n'en parlent pas. Ou ils n'osent pas faire le pas. Et dans plusieurs autres secteurs. Mais moi, je pense que le secteur de la musique est générateur de revenus. Si on pense à industrialiser ça. Pourquoi on industrialiserait le secteur, par exemple, agricole? C'est ça la vision. Pourquoi? C'est justement pour générer des revenus. Eh bien oui, on ne va pas Colonna, Kobokola pour faire des cadeaux, je sais pas. C'est justement la transformation et puis voilà, pour générer. Qu'est-ce qui interdit que d'autres domaines soient aussi fructifiés et porteurs de revenus? Je pense que la musique est vraiment... d'ailleurs, c'est un secteur, à ce que je sache, où je comprends clairement que c'est le domaine qui soit intarissable au sein de l'Église. Parce que déjà, le processus de captation quantique, il ne tarira pas. Le bas qui papa Zanzambete. Il ne tarira pas. Ma crainte, pour une dernière fois, est que les autres viennent nous voler. J'entends là, peut-être que je comprends, peut-être qu'il y a une chanson de GTK qui dit quelque chose comme ça, ou dirigeant, il y a un truc qui dit quelque chose de comme ça. Botonga iluselemi sokite bapaya bakobotola. Mais bakobotola bisoni. Un Gims qui sample votre musique, il fait 1 million et puis il vient et vous construit un bâtiment. Boye bisoni. Non. Tu vois la chanson là. Mais bapaya bakobotola comment? Ils sont moupaya mais ils viennent bakobotola. C'est la chanson qui le dit. Mais on a domaine naïe, il va s'accaparer de ça dans le domaine naïe. Il sait comment un gros producteur il dit eh ben moi je produis de la musique mais je vois comme si il y a plus de nouveaux trucs. Je vais aller puiser dans ces secteurs et puis pouf. Je choisis de grands artistes de renom et tout ça. Faites-moi une réplique de ça, faites-moi une réplique de ça, faites-moi une réplique de ça. Des millions en poche et puis il vient, il dit bon. Mais tu sais que là ça et là en plus on est là dans la mode de l'IA. Tu sais que là maintenant même l'IA commence à répliquer les voix des artistes. Ah ben. Récemment ils ont fait il y a une IA, il y a une intelligence artificielle donc qui a été utilisée pour créer un featuring entre deux grands artistes planétaires, enfin 2 grandes stars planétaires américaines. C'était là il y a quelques mois, quelques semaines, et ça a fait un buzz. Qui n'ont jamais été ensemble, qui se sont même pas côtoyés, et puis voilà. Ils se connaissent, mais ils étaient pas au courant. Enfin, ça a été fait à leur insu. À leur insu. Ça a fait un buzz énorme, mais vraiment énorme sur les réseaux sociaux, etc. Et puisqu'on parle de protection, c'est intéressant de voir la réaction des majors, des grandes maisons de disques. Elles ont directement réagi. Elles ont directement fait interdire aux plateformes de streaming de laisser la possibilité aux intelligences artificielles de télécharger les musiques de leurs artistes. Voilà. Parce qu'elles se sont rendues compte que en laissant cette possibilité-là, les intelligences artificielles étaient capables de reproduire les voix des artistes et donc de créer des tubes et des tubes et des tubes. Et
c'est un manque à gagner énorme. Un manque à gagner énorme. Et elles ont ce réflexe-là de se protéger directement, qu'on n'a pas, nous, forcément, et qu'il faut qu'on, justement, par rapport à toutes nos discussions... Parce que nous, on prend plaisir dans, je le redis encore, dans bien de domaines, hein, dès qu'on voit un nom kimbanguiste, soit dans un truc, citer le nom de Papa Simon Kimbangu ou de truc, ça, c'est des choses qui relèvent du patrimoine. Moi, je le dis haut et fort. C'est des choses qui relèvent du patrimoine. C'est parce qu'on parle de musique qu'on se limite justement à la musique. Mais il y a des choses qui relèvent du patrimoine kimbanguiste. Je dis, on ne va pas être comme ça. Ah, écoute. C'est ça qui, aujourd'hui, est comme il y a, écoute, Babosani Koutou, il y a Bissou en interne. C'est parce que tel a dit. Mais tel a dit, il sait qu'aujourd'hui, le nom de Papa Simon Kimbangu, pour ne pas dire le nom de Kimbangu, est vendeur. Bankable. Grave. Comme disent les Américains. Ouais. Et il s'accroche. Il y a un intérêt derrière ça, soit pour la notoriété ou la crédibilité du discours qu'il porte en citant le nom de Papa Simon Kimbangu. On le sait. Si nous ne le protégeons pas, demain, cette personne, il va en Chine, il prend un groupe de gens, à Tombisi Libango, à Zunganissa, à Laïti Bango, il leur fait chanter, voilà, un cœur, je sais pas quoi, mais à la manière de truc. Et l'uniforme, et la chanson, et je sais pas quoi là, n'est pas protégé. Vous direz quoi? C'est parce qu'il fait... Ah, il fait hommage à Papa Simon Kimbangu. On voit peut-être que Papa nous montre la lune, mais il y a des gens qui regardent peut-être le doigt quand il fait ça. C'est peut-être ça. Peut-être que la perception n'est pas la même. Je ne dis pas que j'ai la meilleure perception de la chose. Mais moi, je pense qu'il faut voir les choses de cette façon. Pas interdire, mais donner la possibilité, au cas où nos œuvres sont exploitées, qu'on puisse en jouir des bénéfices parce que nous en sommes propriétaires. Et on ne va pas être propriétaire de fait parce qu'il y a dans le texte le nom Kimbangu, le nom de Papa Diangenda ou le... Mais il faut être propriétaire de droit. Parce que ces sociétés sont régies par l'État qui, dans nos principes, est voué au respect. Quand il donne mandat à une institution de gérer des trucs, pourquoi on n'irait pas se présenter auprès de cette institution pour dire « Ah voilà, moi j'ai des œuvres, je suis venu juste m'enregistrer. » En tant que propriétaire des œuvres, d'esprit. Esprit au vrai sens du mot alors, en ce qui concerne nos chansons. Vraiment les œuvres d'esprit au vrai sens du mot, du terme. Voilà mon répertoire. Il est là. Mes partitions sont là. Au cas où quelqu'un le chantait, c'est pas interdit. Mais au cas où quelqu'un voudrait bien le chanter, il le chante. Mais vous faites juste votre travail. Il coûte ici 0 francs. On prend 0 francs, nous tous. Il coûte ici 10 francs. On se partage 1 franc, 1 franc, 1 franc, selon la législation. Parce que c'est prédéfini à l'avance. Que tel ayant droit aura cette part, tel ayant droit aura cette part, le producteur aura ça, l'auteur aura ça, l'interprète aura ça. C'est prédéfini. C'est pourquoi même beaucoup de grands producteurs, de grands artistes que nous connaissons dans la musique, on ne va pas les citer, là n'est pas notre débat, c'est juste un parallélisme qu'on fait. Ils n'écrivent pas, il n'a pas besoin d'écrire ses chansons. Lui, il a sa voix, il prête sa voix. Démerdez-vous à trouver des textes, démerdez-vous à trouver de mélodies, démerdez-vous à trouver l'argent, vous producteurs. Moi, j'ai ma voix, je pose ma voix, tout le monde bouffe. Il y a un péché dans ça. Il n'y en a pas. Le gain est double. Il est matériel et il est spirituel. Parce que ça aiderait à propager encore l'évangile de Papa Simon Kimbangu. Mais tout ce que nous évitons, c'est que Batoana Bayako Boto là.
en s'investissant parce qu'on a été distrait et en faisant le travail à notre place. Ils n'auront pas péché s'ils font ça. Ils auront juste découvert un vide juridique. Ceux qui seront animés de bonne volonté viendront peut-être vers nous sous forme de voilà, moi je viens apporter ça parce que voilà. Mais ceux qui seront de mauvaise foi, ils attendront que vous alliez leur réclamer des choses ou vous opposer. Bisopé to funda raté dans l'État. Donc voilà un peu le peu que je pouvais dire par rapport à cette problématique. Mais qui trouvera sans doute une solution à l'avenir proche. L'avenir est prometteur. Et ça sera notre mot de la fin. Merci à toi, Papa Paul, d'avoir accepté cette invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux que vous trouverez en description en bas de la page. Ça nous fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Passion Musique.